Bonsoir. Bonsoir. En ce moment, mon bureau il ressemble beaucoup à ça. Une piscine. Et pas n'importe laquelle. C'est la piscine de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. La fabrique des champions français. Plus jeune, j'étais nageur. Je pouvais passer des heures dans une piscine à nager pour m'entraîner. Mais maintenant, j'y suis pas pour ça. Non. J'accompagne des nageurs dans leur préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. C'est original pour un chercheur en physique, quoique mon domaine d'expertise, c'est la mécanique des fluides, donc l'étude des écoulements, et particulièrement des écoulements proches d'une interface, en gros quand il y a des vagues. Mais ce qui est plus original, c'est de le faire au service de la performance. Une grosse partie du travail que je fais en ce moment s'intéresse aux phases de départ et de virage. Alors je ne cherche pas à améliorer le matériel des athlètes. On pourrait travailler sur les plots, conception d'un nouveau modèle. Ça pourrait intéresser des biomécaniciens ou des mécaniciens des solides. En tant que mécanicien des fluides, je pourrais m'intéresser aux combinaisons. Il y a des jolies questions de mouillage, de développement de couches limites, de compression du corps. On pourrait travailler sur les bonnets et les lunettes. Bon, ces trois articles, le règlement est assez strict, donc il y a peu de choses à faire. Un sujet aussi qui me passionne, c'est les lignes d'eau. Elles sont là pour séparer les nageurs. On pourrait travailler dessus pour essayer de rendre les courses plus équitables, éviter les effets d'interaction. Ça nous a coûté des médailles des fois. On en a gagné aussi comme ça. Mais non, moi je m'intéresse aux gestes, au timing, aux trajectoires des nageurs pendant les phases de départ et de virage. Elles sont très spécifiques à la natation. Prenons le départ. La natation, c'est un sport de course, comme est le cyclisme, le kayak, l'aviron ou la course à pied. La course démarre à l'arrêt. Mais quand dans les autres sports, après le départ, la vitesse des athlètes va croître progressivement et tendre vers une vitesse maximale sans jamais la dépasser, en natation, les nageurs vont commencer avec des vitesses bien supérieures à leur vitesse de nage. En 0,6 secondes, temps de sortir du plot, le nageur va déjà atteindre 5 mètres par seconde. À l'entrée dans l'eau, il va dépasser les 6 mètres par seconde. Les meilleurs sprinteurs mondiaux nagent pas beaucoup plus vite que 2,2, 2,3 mètres par seconde. Donc ils vont rentrer 3 fois plus vite dans l'eau. C'est colossal. Ensuite, ils vont se laisser glisser pendant environ 1 seconde avant de déclencher les ondulations pour remonter à la surface et se mettre à nager. Et toute cette phase de coulée est limitée aux 15 premiers mètres par le règlement. Et les meilleurs mondiaux mettent environ 5 secondes à couvrir cette distance. J'ai commencé à travailler sur ce problème de trajectoire à la suite d'une question de l'entraîneur de l'INSEP, Michel Chrétien. Sa question, comment profiter le plus longtemps possible des fortes vitesses au départ? Quelle trajectoire permet de minimiser les pertes de vitesse? Moi, quand j'entends cette question et que je vois cette image, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un mirage. Comme la lumière qui se courbe en s'approchant du sol chaud l'été et donne l'impression de voir une flaque d'eau qui est en fait l'image du ciel sur le sol. Il y a des similitudes. Les rayons se propagent plus vite quand ils plongent dans la couche d'air chaude proche du sol, et le nageur plonge dans l'eau pour profiter des plus faibles résistances qu'il y a sous l'eau. Par contre, il y a des grosses différences. Le nageur, à la différence des particules de la lumière, les photons, est actif. Et en plus, il peut changer d'état. On va en parler. Le travail du physicien, il commence toujours par une phase d'observation, de mesure. Là, pour ce travail, on utilise uniquement des caméras et de l'intelligence artificielle. Il s'agit de mesurer sans perturber. Cette première phase de mesure, elle est toujours très utile. Elle permet de compléter l'œil expert de l'entraîneur en mettant des chiffres, en quantifiant. La deuxième étape du travail du physicien, ça va être la modélisation. Ici, sur un départ, on va dire que le nageur peut être dans 3 états une fois qu'il est rentré dans l'eau. Un premier état passif, où il va se laisser glisser, donc là il est un peu comme un photon. Un état actif de nage sous l'eau, ça c'est un nage en ondulation, on appelle ça. Donc là, ça va lui permettre d'avancer sous l'eau, mais aussi de remonter à la surface. Et puis il y a un état de nage de surface. Donc pour chacun de ces états, il faudra caractériser le nageur. Là, il s'agit de mesurer principalement des coefficients de résistance et des forces de propulsion. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut laisser place à l'optimisation. Et quand on fait ça,
on comprend pourquoi l'entraîneur s'intéressait à certains détails. L'un d'eux, c'était ce timing à l'entrée dans l'eau. J'ai dit qu'il fallait attendre 1 seconde avant de déclencher les ondulations sur 5 secondes. C'est énorme. Et en fait, l'enjeu, c'est que le nageur entre à des très grandes vitesses. S'il se laisse glisser, il a relativement peu de résistance. Mais il ne fait que perdre de la vitesse et il rallonge un peu sa trajectoire parce qu'il va être un peu plus profond. Quand il se propulse en ondulation, certes, au bout d'un moment, il pourra maintenir une vitesse, mais sa résistance double. Donc s'il le fait trop tôt, ce ne sera pas bénéfique. Et donc il y a un optimum. Et ça, on peut les aider à le trouver. Et à partir de la modélisation physique, on peut aussi aider à individualiser le conseil. On peut faire du sur-mesure. Et tout ça pourquoi ? Gagner quelques dixièmes, quelques centièmes de seconde. C'est fascinant de travailler avec des athlètes de haut niveau. Ils sont dans une recherche perpétuelle de perfection. Ils sont prêts à travailler des heures pour quelques pourcents. Et ça peut faire toute la différence sur une touche à la fin d'une course. Cette quête de la perfection, je crois, ça ne laisse pas les gens indifférents. Même si vous n'y connaissez rien et que vous regardez une épreuve au jeu, je pense que vous allez ressentir les frissons que donne cette quête de la perfection. Dans Sciences 2024, nous accompagnons des athlètes dans cette quête. Ce que nous faisons, c'est mettre les sciences fondamentales au service des équipes de France. On parle des mathématiques, de la physique et de la mécanique. Ce virage, nous l'avons pris en 2018 avec le lancement du programme Sciences 2024 sous la direction de Christophe Clanet. La spécificité de ce travail, c'est de répondre aux questions identifiées par les sportifs eux-mêmes. En répondant à leurs questions, ce qui est utile pour eux dans leur préparation, on peut avoir un impact rapidement. Le temps de la recherche, qui pourrait ne pas sembler être le temps d'un athlète de haut niveau, qui a besoin de résultats pour la prochaine compétition, la prochaine échéance, dans l'année, dans le mois, peut l'être si on s'intéresse à leurs questions. La mise en place de moyens de mesure, discuter avec eux les mécanismes, les enjeux, puis l'optimisation. Donc tout le travail de Sciences 2024 commence par ce qu'on appelle une phase d'extraction. C'est un échange entre les scientifiques et les chercheurs afin d'identifier les questions auxquelles on peut apporter une réponse scientifique. Donc, nous avions une méthode, un plan, et un virage aussi a été pris en 2020. La recherche sur le sport en France, c'est principalement le sport santé. Il s'agit que ça profite au plus grand nombre, et c'est normal. Avant 2020, une enveloppe de 500 000 € était consacrée chaque année à l'accompagnement scientifique de l'ensemble des sports pour les athlètes de haut niveau. En 2020, l'État, dans la volonté de briller aux Jeux de Paris, a multiplié par 10 cette enveloppe, en consacrant 20 millions d'euros sur 4 ans. Des moyens importants ont été mis dans la réussite de ces Jeux et dans l'accompagnement scientifique pour ces Jeux, par l'État, mais aussi par des universités, des grandes écoles comme l'École des Ponts, par des acteurs privés, via les fondations. Et nous, grâce à ça, on a pu accompagner 14 fédérations. Dans ces 14 fédérations, on retrouve 15 sports olympiques. Ça représente à peu près un tiers des épreuves qui sont au programme de Paris. Comme vous le savez, cette année, on va accueillir pour la première fois les Jeux paralympiques et pour la 3e fois les Jeux olympiques d'été. On aura attendu 100 ans. Les Jeux, quels qu'ils soient, c'est toujours un rendez-vous pour une nation. Et encore plus quand on est le pays hôte. C'était déjà le cas en 1924. Pour le gouvernement français, c'était important de bien figurer au classement des médailles, et ce fut le cas. En 1924, la France se hisse à la 3e place après avoir fini 8e en 1920 à Anvers en Belgique. Ces Jeux post-guerre marquent d'ailleurs le virage dans l'importance des Jeux olympiques sur la scène internationale. On ne mesure plus la performance d'une nation uniquement à sa puissance économique et militaire, mais aussi à ses résultats aux Jeux olympiques. Les résultats d'une nation aux Jeux deviennent un étalon de la mesure de la réussite d'un régime. Alors, rien de surprenant à l'annonce du gouvernement de vouloir bien figurer dans ces Jeux de Paris. Et l'objectif pour les Jeux olympiques d'été est d'atteindre le top 5. Si on regarde le classement de la France sur les dernières Olympiades, on voit qu'on oscille plutôt aux alentours de la 7e ou la 8e place. Le top 5, on l'a atteint la dernière fois, c'était en 1996 à Atlanta. Donc l'objectif du top 5 est quand même ambitieux.
Bon, ce qu'on voit aussi quand on regarde l'évolution des nations dans cette figure, c'est qu'en général, il y a un petit boost pour l'année, pour le pays hôte de l'année. On voit aussi qu'il y a un pays qui a une trajectoire assez particulière, c'est la Grande-Bretagne. En 92 et 96, ils ne sont pas dans le top 10. En 96, ils sont même 36e. Une seule médaille d'or. En 2000, ils retrouvent le top 10 qu'ils avaient quitté en 1980. C'est la dernière fois qu'ils étaient dans le top 10. En 2008, ils rentrent dans le top 5 et ils ne l'ont plus quitté. Et pour Paris, ils devraient rester dans le top 5 encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Britanniques? Ils ont pris ce virage aussi. Ils ont investi à partir de 1996 massivement dans l'accompagnement scientifique de leur délégation. Cet accompagnement scientifique, c'est un des facteurs qui fait la performance d'une délégation. Dans tous les projets que nous menons, nous avons la chance d'interagir avec les meilleurs athlètes et entraîneurs des équipes de France. Nous les aidons à affiner leurs gestes, peaufiner leurs réglages, comprendre ce qu'ils perçoivent. Nous mettons des chiffres sur ce que voit l'œil expert de l'entraîneur et nous cherchons à convertir les connaissances empiriques de ces experts du sport en une connaissance scientifique. En participant à cette quête de la perfection, on peut dire que nous nous aidons à passer d'une 4e place à une médaille de bronze, d'une médaille de bronze à une médaille d'argent, et d'une médaille d'argent au Graal à une médaille d'or. Et la dynamique est déjà en place. Certains nous voient même potentiellement 3e, beaucoup mieux que l'objectif annoncé, pour les Jeux de Paris. Mais pour moi, je pense que le plus grand impact qu'on aura, ce sera l'héritage de ces Jeux. Ce que nous apprenons aujourd'hui sur les meilleurs athlètes français sert déjà dans la préparation des champions olympiques de demain. Nous les aidons à arriver à l'optimum plus vite, nous leur donnons accès à des données qui n'étaient pas disponibles avant, et comme ça, on peut leur faire gagner des semaines, des mois, des années d'entraînement qui peuvent être consacrés à travailler sur d'autres facteurs de la performance. Mais pour que cet objectif puisse être atteint, et pour que l'investissement initial de l'État soit rentable, il faut poursuivre cet accompagnement scientifique sur le plus long terme. Alors, le temps de la recherche pourra devenir complètement compatible avec le temps de la préparation des équipes de France. Après tout, il faut 20 ans pour former un champion. Aujourd'hui, il reste 85 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Je vous donne rendez-vous à ce moment pour vivre les premiers frissons que donne cette quête de la perfection. Merci.